Bonjour et bienvenue pour ce voyage dans le passé, là où une ancienne cité lumière a vu le jour sur les côtes africaines. Carthage, fondée par les Phéniciens il y a plusieurs millénaires, incarne une fusion impressionnante entre audace maritime et savoir-faire commercial. Cet éveil d'une civilisation maritime marque le début d'une histoire fascinante qui a bouleversé la Méditerranée antique. Les Phéniciens, peuple de marins et de commerçants, quittèrent leur terre natale autour du XIe siècle avant notre ère, fuyant les pressions des grands empires et cherchant de nouveaux horizons pour étendre leur réseau. C'est ainsi qu'ils fondèrent Carthage sur la côte nord-africaine, en un lieu stratégiquement choisi entre mer et terres riches, offrant un accès privilégié aux routes maritimes. Rapidement, Carthage devint un véritable cœur battant de l'économie méditerranéenne. Sa flotte impressionnante parcourait les mers, reliant peuples et cultures, diffusant marchandises et idées. Les navires carthaginois, connus pour leur robustesse, dominaient les eaux avec une efficacité redoutable. Leur maîtrise des techniques navales était inégalée, leur permettant de rivaliser avec les puissances contemporaines. Cette prospérité vit le développement de nombreux ports et comptoirs sur les rivages lointains, alimentant le commerce du verre, des textiles, des métaux précieux et de la pourpre, une teinture rare prisée par les élites. La richesse générée permit à Carthage d'asseoir son autorité non seulement par des ressources économiques, mais aussi par une impressionnante sophistication culturelle. Sous la gouvernance des magistrats et des conseils, la cité prospérait dans un équilibre entre autonomie politique et pragmatisme commercial. Le rôle des élites marchandes ne se limitait pas aux échanges économiques. Il favorisait aussi les innovations en ingénierie portuaire et militaire, contribuant à la montée en puissance navale de Carthage. Les habitants de Carthage, bien que profondément attachés à leurs racines phéniciennes, se distinguèrent par une identité propre. Ils innovèrent dans les pratiques agricoles, utilisant notamment l'irrigation pour transformer des terres arides en champs fertiles, base indispensable à leur expansion démographique constante. Cette réussite reposait aussi sur leur capacité à maîtriser les alliances locales et à intégrer divers groupes ethniques aux alentours. Cette coexistence permit de stabiliser la région et de s'assurer un contrôle durable sur des territoires riches en ressources naturelles. On retrouve dans leur religion des influences variées, mêlant tradition orientale et interprétation locale, avec un panthéon dans lequel les dieux de la mer et du commerce tenaient une place centrale. Ces croyances soutenaient la confiance en la navigation et en la protection divine lors des traversées dangereuses. Au fur et à mesure que Carthage gagnait en influence, les tensions avec d'autres puissances voisines s'intensifièrent, notamment avec les Grecs et les Romains. Cependant, à ce stade, leur objectif principal restait la consolidation d'un empire maritime prospère, prêt à affronter les aléas de la mer et du commerce. Cette première épopée carthaginoise est ainsi une leçon d'ingéniosité, mêlant maîtrise technique, habileté politique et esprit d'entreprise. La cité surgit de la Méditerranée comme un phare flamboyant, attirant marchands et marins venus de tous horizons. Dans le calme des cales des galères et au milieu des marchés colorés, se tissait le destin d'une puissance appelée à tracer son sillage dans l'histoire, jusqu'à croiser la route de Rome et s'enflammer dans les feux de la confrontation. Alors que les étoiles éclairaient discrètement les voiles levés vers l'inconnu, Carthage préparait déjà sa légende navale, entre le chant des mers et le murmure des négoces, prête à écrire la suite de son histoire captivante. Nous poursuivrons ce récit fascinant dans la prochaine étape de ce voyage nocturne, où les défis géopolitiques et les ambitions militaires viendront redéfinir le destin de cette cité unique en Méditerranée. Un empire bâti sur la mer. Bienvenue dans ce récit apaisant qui vous plonge au cœur d'une civilisation fascinante, celle de Carthage,
une cité construite sur les flots de la Méditerranée. Dès ses origines, Carthage a fait de la mer le pilier de sa grandeur. Située sur la côte nord de l'Afrique, elle a su exploiter ses ressources maritimes pour devenir une puissance redoutable, étendant son influence par le biais du commerce et de la guerre navale. La mer n'était pas simplement un élément naturel, elle représentait une voie stratégique, vitale pour maintenir l'existence et la prospérité de la cité. La flotte carthaginoise, au cœur de cette domination maritime, était une armée en elle-même, composée de navires agiles et rapides, spécialement conçus pour la manœuvre et le combat. Les Carthaginois ont développé des techniques navales avancées pour l'époque, exploitant des trirèmes, ces galères équipées de 3 rangées de rameurs. Ces embarcations étaient habilement manœuvrées, capables de charger avec puissance ou d'éviter les attaques ennemies grâce à leur vitesse et leur agilité. La maîtrise de la construction navale était un savoir-faire hérité et enrichi génération après génération. Le port principal de Carthage, logé dans une baie naturellement protégée, était une merveille d'ingénierie. On y trouvait des bassins rectangulaires permettant d'abriter plusieurs centaines de navires simultanément. Ce dispositif permettait non seulement un accès rapide à la mer, mais aussi un entretien soigné des embarcations. Les dockers et artisans travaillaient sans relâche pour maintenir la flotte en parfait état. La sécurité du port était assurée par plusieurs tours et murailles solides, gardant la cité des attaques surprises venant de la mer. Stratégiquement, la mer Méditerranée servait à Carthage à plusieurs fins cruciales. D'une part, elle assurait la sécurité en s'interposant naturellement entre les ennemis terrestres et la cité. D'autre part, elle ouvrait des routes commerciales essentielles vers l'Espagne, la Sicile et même plus loin, jusqu'aux îles de la Méditerranée occidentale. Grâce à ces échanges, Carthage s'enrichissait en ressources précieuses, telles que l'argent, l'étain et les produits agricoles. Ce commerce florissant était le moteur de son économie, garantissant une stabilité et un développement continu. Les marins carthaginois étaient réputés pour leur courage et leur connaissance approfondie des courants, des vents et des étoiles. Ils apprenaient dès leur plus jeune âge à maîtriser les techniques de navigation complexes. Cette expertise leur permettait d'effectuer de longues traversées, évitant les nombreux dangers que recèle la mer. Le commandant Hannon, par exemple, est célèbre pour avoir mené une expédition qui a exploré les côtes africaines jusqu'aux limites du Sahara, ouvrant de nouveaux marchés et voies d'approvisionnement pour Carthage. Les rivalités maritimes avec les cités grecques et plus tard avec Rome allaient marquer une ère de conflits intenses. Le contrôle des routes commerciales devenait un enjeu vital, chaque cité revendiquant sa suprématie sur la Méditerranée. Carthage, forte de sa flotte, s'imposait comme un adversaire redoutable, capable de déjouer les captures par les pirates et de protéger ses intérêts commerciaux avec efficacité. Cette lutte pour le contrôle des mers s'annonçait comme le prélude à des affrontements majeurs. La stratégie de défense marine de Carthage s'appuyait également sur un réseau d'alliances avec plusieurs peuples côtiers et insulaires. Ces alliances permettaient de disposer de ports relais pour les navires, facilitant la logistique des campagnes navales. Les Phéniciens, peuple d'origine de Carthage, avaient transmis cette tradition d'entraide et de solidarité entre cités riveraines, qui se montrait essentielle face aux menaces croissantes. Cette coopération géopolitique renforçait la position de Carthage dans la région. Dans une perspective d'expansion, la flotte carthaginoise jouait un rôle double. Elle protégeait non seulement les territoires conquis, mais elle servait également d'instrument d'offensive. Des raids maritimes permettaient d'étendre l'influence de Carthage au-delà des côtes africaines, en Méditerranée occidentale, ouvrant ainsi la voie à l'établissement de nouvelles colonies et points d'appui. Ces actions militaires contribuaient à maintenir la position dominante de la cité face à ses rivaux. La construction navale à Carthage impliquait un vaste travail de ressources humaines et matérielles. Le bois, principalement récolté dans les régions montagneuses environnantes,
étaient soigneusement sélectionnés pour fabriquer les coques et les rames. Les artisans menaient un travail précis, utilisant des techniques transmises de maître à apprenti. Le bois était assemblé par clous métalliques et cordages, assurant solidité et flexibilité. La coque des navires était souvent renforcée par des plaques métalliques à l'avant, permettant de percuter les navires ennemis lors des batailles. La vie à bord de ces navires était rude, mais disciplinée. Les rameurs, souvent des esclaves ou des prisonniers de guerre, devaient maintenir un rythme effréné pour permettre à la flotte de bénéficier d'une force propulsive importante. Les officiers, quant à eux, dirigeaient les manœuvres avec rigueur et précision, préparant la bataille ou le long voyage. Les équipages pratiquaient également des entraînements réguliers, améliorant leurs compétences en combat naval et en navigation. Cette discipline était la clé du succès carthaginois sur les mers. La cohésion entre les différents groupes impliqués dans la marine, constructeurs, marins, stratèges, faisait la force de Carthage. Le leadership s'appuyait aussi sur des figures charismatiques et compétentes. On pense notamment à Hamilcar Barca, un général renommé pour ses qualités stratégiques et son charisme, qui sut utiliser la flotte pour renforcer la position de Carthage face à ses adversaires. Sa famille jouera un rôle central dans les guerres à venir, établissant un héritage militaire durable. La mer Méditerranée n'était pas seulement un espace de conflit, mais aussi de dialogue culturel. Carthage, à travers ses relations maritimes, a su absorber et diffuser des connaissances, des techniques et des marchandises, contribuant au brassage des civilisations. Ces ports accueillaient des marchands venus de tout l'Orient et de l'Occident, faisant de la cité un véritable carrefour commercial et culturel. Cette dynamique participait à son rayonnement et à son adaptation face aux défis politiques et économiques. Avec le temps, l'importance excessive donnée à la puissance navale incita Rome, une cité montée en puissance sur la péninsule italienne, à considérer Carthage non seulement comme un concurrent économique, mais comme une menace directe à son expansion. Cette opposition enclencha une série de confrontations qui allaient défier la maîtrise de la mer et remettre en cause le destin de Carthage. La flotte, si précieuse à la cité, allait devenir le théâtre de batailles décisives. Ainsi, la mer, cette étendue à la fois protectrice et dangereuse, a été le terrain sur lequel Carthage a bâti son empire, consolidé son influence, mais aussi confronté ses ennemis. Chaque navire, chaque port, chaque stratégie reflète la volonté de cette civilisation de contrôler un espace maritime vital. Dans la suite, nous explorerons comment cette puissance s'est heurtée aux ambitions grandissantes de Rome, menant à des conflits majeurs qui marqueront l'histoire de la Méditerranée. La société carthaginoise au quotidien. Bienvenue dans ce voyage tranquille au cœur de l'ancienne civilisation carthaginoise, où nous allons explorer ensemble la vie quotidienne de ce peuple remarquable qui domina la Méditerranée pendant plusieurs siècles. La société de Carthage se distinguait par sa complexité politique, ses croyances religieuses profondes et une organisation sociale qui soutenait son pouvoir maritime et commercial exceptionnel. Comprendre ces éléments nous permet de saisir comment les Carthaginois ont su prospérer avant que leur destin ne soit scellé par Rome. Au sommet de la hiérarchie politique de Carthage, 2 suffètes gouvernèrent la cité. Ces magistrats élus pour un mandat d'1 an incarnaient l'autorité exécutive, similaire au consul romain. Ils étaient assistés par un sénat influent, composé d'anciens dirigeants qui proposaient les lois et contrôlaient les dépenses publiques. Cette assemblée favorisait une certaine stabilité carthaginoise, même si le pouvoir restait largement concentré dans les mains d'une élite aristocratique. La participation populaire était limitée, mais les marchands et les propriétaires terriens exerçaient une pression importante pour défendre leurs intérêts. Les institutions politiques de Carthage fusionnaient tradition et pragmatisme. Les assemblées populaires existaient,
réunissant des citoyens pour approuver les lois, mais leur rôle restait consultatif. Les décisions majeures étaient reprises par les suffètes et le Sénat, un système qui évitait les conflits internes et permettait une gestion efficace des affaires extérieures, particulièrement celles liées à la mer, colonne vertébrale de la puissance carthaginoise. La diplomatie, la guerre et le commerce étaient orchestrés avec minutie afin d'assurer la suprématie méditerranéenne. Le commerce, en effet, dominait la vie économique et sociale de Carthage. Grâce à sa position stratégique en Afrique du Nord, la cité était un carrefour entre l'Europe, l'Afrique et l'Orient. Ses marchands parcouraient des routes terrestres et maritimes incroyablement étendues, transportant des produits précieux, pourpre, ivoire, épices, métaux rares et céréales. Cette richesse alimentait non seulement la prospérité locale, mais permettait aussi à Carthage de financer sa flotte imposante et ses campagnes militaires, notamment contre Rome et les autres rivaux méditerranéens. Sur le plan social, la société carthaginoise était stratifiée, mais comprenait différents groupes essentiels à son fonctionnement. La noblesse, souvent liée aux grandes familles commerçantes et propriétaires terriens, détenait le pouvoir politique. Les artisans et commerçants formaient une classe moyenne dynamique, tandis que les paysans assuraient la production agricole indispensable. Des esclaves, capturés lors de conflits ou achetés au marché, complétaient cette structure sociale, participant à divers travaux. Toutefois, ces divisions n'empêchaient pas une certaine fluidité, notamment parmi les commerçants qui pouvaient s'élever grâce à leur succès économique. La religion occupait une place centrale dans la vie des Carthaginois. Ils vénéraient de nombreux dieux et déesses, dont Baal-Hamon et Tanit, divinités protectrices de la cité. Ces cultes étaient enracinés dans une tradition phénicienne venue du Levant, adaptée aux réalités africaines. Les pratiques religieuses comprenaient des sacrifices d'animaux, des offrandes et des cérémonies publiques destinées à garantir la faveur divine. Cette piété était profondément intégrée aux institutions politiques, chaque décision importante étant soumise à l'approbation des prêtres. La religion liait ainsi société et pouvoir dans un équilibre délicat. Les pratiques cultuelles des Carthaginois allèrent parfois jusqu'à des sacrifices humains, une caractéristique qui a suscité des débats parmi les historiens. Les sources antiques évoquent ces rites comme des moyens d'apaiser les dieux lors de crises ou pour assurer la victoire militaire. Les exécutions rituelles, souvent d'enfants, se déroulaient dans des sanctuaires appelés tophets. Si cette pratique choque notre modernité, elle s'inscrit dans un cadre religieux et culturel qui illustre la conviction profonde des Carthaginois en la nécessité de plaire aux divinités gardiennes de leur cité. La vie quotidienne dans Carthage était rythmée par ces croyances et la gestion pratique de la cité. Les maisons étaient construites en pierre et en briques, souvent complétées par des cours intérieures et des jardins. Les familles, centrées autour du père, vivaient dans des habitats confortables signifiant leur statut social. Les repas regroupaient souvent des produits locaux simples, céréales, légumes, poissons et fruits de mer, accompagnés de vin. Les vêtements, fabriqués en lin et laine, différaient selon la classe sociale, allant du simple au somptueux. L'éducation tenait une place importante pour les enfants des élites. Ils étaient initiés aux lettres, aux calculs commerciaux, à l'art militaire et au culte religieux. L'apprentissage se faisait à travers des maîtres et tutorats privés, préparant ainsi la future génération à gérer entreprises et responsabilités publiques. Quant aux filles, leur rôle restait en général limité à la sphère domestique, même si certaines pouvaient accéder à des positions de pouvoir par alliance ou héritage. Le rôle des femmes à Carthage, bien que contraint par des normes patriarcales, était significatif. Elles gardaient la maison, élevaient les enfants et pouvaient exercer des fonctions religieuses, notamment en tant que prêtresses. Certaines femmes de la haute société participaient à la vie économique, notamment à travers le commerce et la gestion des biens.
Leur influence indirecte se manifestait aussi dans les stratégies matrimoniales, renforçant les réseaux familiaux et commerciaux. Carthage était aussi une ville cosmopolite, attirant des migrants venus de diverses régions, notamment du Levant, de Grèce et d'Afrique subsaharienne. Cette diversité culturelle enrichissait la vie de la cité et favorisait les échanges commerciaux et intellectuels. Les marchés bourdonnaient de langues diverses, illustrant la place essentielle de Carthage comme carrefour méditerranéen. L'artisanat local, quant à lui, prospérait grâce à cette diversité et à la demande de produits finis raffinés. Les rues de Carthage offraient un spectacle animé où se mêlaient marchands, artisans, soldats et prêtres. Les quartiers étaient bien organisés avec des espaces dédiés à différents métiers et commerces. Temples majestueux, ports bien équipés, entrepôts et installations militaires maintenaient l'ordre et la protection de la cité. Cette organisation témoigne d'une planification urbaine avancée, favorisant tant la vie sociale que l'efficacité économique et politique. Nous découvrons ainsi une société structurée autour de valeurs communes et d'une organisation efficace. La force de Carthage reposait sur la cohésion entre ses institutions, sa foi ancrée et son dynamisme commercial. Cette alliance entre politique, religion et économie forgeait une identité forte, capable de résister aux défis de son temps. Toutefois, cette stabilité cachait déjà des tensions, annonciatrices des conflits futurs avec Rome. L'histoire quotidienne des Carthaginois mêle également les récits individuels. Des figures comme Hannon, explorateur célèbre, témoignent de l'ambition carthaginoise. Hannon a dirigé une expédition maritime le long des côtes atlantiques, laissant un témoignage précieux des connaissances géographiques de l'époque. Par ses récits, il illustre la curiosité et la volonté d'expansion qui animaient la cité et ses habitants. Une autre personnalité marquante est Hamilcar Barca, un commandant militaire exemplaire dont la famille domina les affaires carthaginoises. Hamilcar incarna la résistance carthaginoise dans la période précédant la Seconde Guerre punique. Son habileté à fédérer les populations locales et à maintenir la puissance militaire inspira ses successeurs, notamment son fils Hannibal, héros de la lutte contre Rome. Ces personnages incarnent la détermination et le courage qui animèrent Carthage pendant ses heures les plus difficiles. Le système militaire carthaginois reflétait bien cette société complexe. La flotte, pilier de son empire, était composée de navires rapides et bien armés, conçus pour le commerce et la guerre. Les soldats, souvent recrutés parmi les mercenaires venus des territoires conquis, combattaient sous un commandement strict. Cette armée hybride permettait une flexibilité stratégique, adaptée à la diversité des fronts où Carthage devait s'imposer, aussi bien sur mer que sur terre. Parallèlement, les Carthaginois entretenèrent des relations parfois tendues avec leurs voisins. Leur position dominante favorisait à la fois le commerce et la compétition acharnée. Les alliances, les trahisons et les conflits rythmaient la vie politique méditerranéenne, où Carthage se trouvait régulièrement en première ligne. Cette dynamique complexe fut un moteur de développement mais également une source de fragilité, exposant la cité à des affrontements décisifs. L'artisanat carthaginois, souvent méconnu, témoignait également de la richesse culturelle. Les poteries, les bijoux en or et en ivoire montrent un savoir-faire sophistiqué, mêlant influences locales et orientales. Ces objets servaient tant à un usage quotidien qu'à des fins rituelles. Ils symbolisaient le prestige des familles et affirmaient l'identité carthaginoise, reflet d'une société fière de son héritage et de sa modernité apparente. L'écriture punique, adaptée de l'alphabet phénicien, permettait une administration efficace. Les inscriptions retrouvées dévoilent l'organisation des contrats commerciaux, des décrets publics et des dédicaces religieuses. Cette maîtrise de l'écrit renforçait la cohésion de la société et la continuité de ses institutions. Le savoir écrit devint un vecteur de pouvoir.
outil indispensable à la gestion de cet empire méditerranéen. Enfin, l'économie carthaginoise reposait sur une agriculture développée malgré la sécheresse fréquente. L'irrigation, le choix des cultures adaptées et l'exploitation des terres fertiles alimentaient la population. La culture de l'olivier et de la vigne y tenait une place privilégiée, produisant huile et vin de qualité, exportés ou consommés localement. Cette gestion durable contribuait à la longévité et à la prospérité relative de Carthage, en dépit des défis environnementaux. Ainsi s'achève notre exploration paisible de la société carthaginoise, mêlant organisation politique, vie sociale et culture profonde. Alors que le jour s'achève et que cette cité remarquable nous laisse entrevoir ses multiples facettes, nous pouvons anticiper les prochains épisodes où nous découvrirons ses conflits, ses héros et le destin tragique qui marquera son histoire. Laissons cette histoire désormais en sommeil, prêts à voyager plus avant vers les mystères de Carthage, l'économie florissante et le commerce méditerranéen. Bienvenue dans ce voyage captivant au cœur de l'économie carthaginoise. Carthage, située sur la côte de l'Afrique du Nord, s'est imposée comme un centre commercial majeur, reliant l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient grâce à ses routes maritimes et terrestres. Ces routes étaient bien plus que de simples voies de passage. Elles formaient un réseau sophistiqué qui favorisait le commerce de produits rares, précieux et essentiels pour les civilisations antiques. Au fur et à mesure que nous explorons ce réseau, il est essentiel de comprendre que Carthage a tiré sa prospérité d'un savoir-faire maritime exceptionnel. Les Carthaginois possédaient une flotte impressionnante qui leur permettait d'atteindre des ports éloignés, du nord de l'Espagne à l'est de la Méditerranée. Ces voyages n'étaient pas sans risque, mais la connaissance des vents et des courants leur assurait une navigation relativement sûre et efficace. Parmi les produits échangés, les métaux précieux, tels que l'or et l'argent, occupaient une place de choix. Les mines d'Espagne fournissaient ces matériaux indispensables à la fabrication de bijoux et d'armes. Le cuivre, extrait en grande quantité dans certaines régions, était également échangé contre du sel et d'autres denrées essentielles. Ce commerce de métaux a contribué à renforcer la puissance économique de Carthage, en alimentant à la fois l'artisanat local et les échanges internationaux. Les denrées alimentaires étaient aussi au cœur du commerce carthaginois. L'huile d'olive, produite en abondance sur les terres fertiles environnantes, était exportée vers de nombreuses cités, tout comme le vin de qualité reconnu dans toute la Méditerranée. Ces produits agricoles étaient échangés contre des céréales venant de régions moins propices à leur culture, notamment l'Égypte et certaines îles grecques, assurant ainsi une combinaison parfaite entre production locale et importation nécessaire. Un autre produit remarquable était la pourpre, un pigment rare issu du murex, un coquillage méditerranéen. Cette teinture, symbole de richesse et de pouvoir, était particulièrement prisée dans les cours royales du bassin méditerranéen. Les artisans carthaginois maîtrisaient parfaitement sa préparation, ce qui leur permettait de dominer ce marché de luxe, valorisant à la fois leur savoir-faire et leur réseau commercial étendu. Les échanges entre Carthage et le Moyen-Orient se concentraient souvent autour des objets de luxe et des produits exotiques. Les tissus fins, les parfums et les épices arrivèrent de régions lointaines telles que la Phénicie, la Mésopotamie et l'Arabie. Ces parfums, élaborés à partir de résines et d'huiles essentielles rares, étaient indispensables à la vie quotidienne des élites carthaginoises, mais également à la diplomatie et aux rites religieux. Les relations commerciales avec l'Europe, en particulier avec la péninsule ibérique et les îles méditerranéennes, étaient soutenues par des alliances stratégiques. Les Carthaginois ne se contentaient pas de commercer. Ils établissaient des emporiums et des comptoirs, qui servaient de points de relais et de stockage pour leurs marchandises. Ces installations devenaient de véritables centres d'activité économique et culturelle, favorisant la diffusion des techniques
et des pratiques commerciales. Il ne faut pas oublier le rôle crucial de la monnaie dans ces échanges. Carthage a su développer un système monétaire stable et répandu qui facilitait les transactions. Les pièces de monnaie carthaginoises, ornées de symboles liés à leur divinité protectrice, étaient acceptées bien au-delà des frontières de la cité. Ce système a renforcé la confiance des partenaires commerciaux et a permis une circulation fluide des biens. Le rôle du port principal de Carthage était central dans tout ce dispositif. Véritable nœud de communication, il accueillait des navires venus des 4 coins du bassin méditerranéen. Les infrastructures, comprenant des quais, des entrepôts et des installations pour la réparation des navires, témoignaient de la sophistication et de l'importance accordée au commerce maritime. Ce port était aussi un lieu d'échange d'informations, où les marchands discutaient des nouvelles routes, des opportunités ou des risques à venir. Les habitants de Carthage avaient développé une société où le commerce influençait profondément la vie quotidienne. Les métiers liés à la navigation, à la fabrication d'objets en métal ou à la transformation des produits agricoles constituaient une part importante de l'activité économique. Cette spécialisation a permis à la cité de bénéficier d'une expertise reconnue et recherchée, consolidant ainsi son rôle de puissance économique. Le succès de Carthage s'explique aussi par sa capacité à s'adapter. Face aux fluctuations du marché, aux guerres et aux changements politiques, elle a su diversifier ses échanges et renforcer ses alliances commerciales. Cette résilience a assuré une prospérité durable, même lorsque les temps devenaient difficiles ou que de nouveaux rivaux apparaissaient. La position géographique de Carthage sur la côte nord-africaine lui offrait un avantage stratégique inégalé. Elle contrôlait les routes maritimes principales entre l'ouest et l'est de la Méditerranée. Cette maîtrise des échanges maritimes lui permettait non seulement de réguler le flux des marchandises, mais aussi de collecter des taxes et des droits de passage, source importante de revenus pour la cité. Cela explique pourquoi les puissances rivales telles que Rome voyaient en Carthage une menace sérieuse. Le contrôle des voies commerciales était un enjeu majeur de pouvoir. La lutte pour la domination économique s'est traduite par des conflits, mais aussi par une compétition pour le contrôle des ressources et des marchés. Cette rivalité allait sceller le destin de la cité carthaginoise. Des personnalités comme Hannon, célèbre explorateur et homme d'État carthaginois, incarnent cette époque. Il a entrepris des expéditions au-delà des frontières traditionnelles, explorant de nouvelles voies commerciales le long de la côte africaine. Ces récits ont inspiré ses contemporains et permis à Carthage d'élargir son réseau bien au-delà de la Méditerranée classique. Les archives carthaginoises montrent aussi l'importance des accords commerciaux passés avec d'autres cités-États. Ces traités protégeaient les droits des marchands et assuraient la sécurité des navires. La diplomatie économique jouait ainsi un rôle clé dans le maintien de la prospérité. Ces pratiques témoignent d'une civilisation organisée et pragmatique, outrepassant les simples échanges matériels. L'artisanat, soutenu par ce commerce florissant, a connu un essor remarquable. Les objets produits à Carthage, qu'ils soient en métaux précieux, en tissu ou en céramique, reflétaient une haute maîtrise technique et une grande variété d'influences artistiques. Cette richesse culturelle matérialisait l'ouverture de la cité sur le monde et sa capacité à assimiler des styles divers. Carthage, par sa puissance économique, a aussi influencé les sociétés environnantes. Elle a diffusé des techniques agricoles, comme l'irrigation et la viticulture, qui ont transformé les paysages et les productions locales. Le savoir-faire carthaginois contribua ainsi à des améliorations significatives dans plusieurs régions autour de la Méditerranée. En résumé, Carthage s'est construite comme une véritable plaque tournante économique grâce à un réseau commercial exceptionnel reliant 3 continents. Sa capacité à maîtriser les routes maritimes, à développer des produits de qualité et à entretenir des relations diplomatiques solides a créé une prospérité durable.
Ce rôle de carrefour commercial est une des clés pour comprendre l'influence majeure de cette cité ancienne. La richesse de ces échanges, combinée à sa puissance maritime, a fait de Carthage une force incontournable dans le bassin méditerranéen. Pourtant, cette puissance économique allait bientôt être mise à l'épreuve dans les conflits futurs. Mais avant d'aborder ces événements, il est important de saisir l'ampleur et la profondeur de ces racines économiques que nous venons de découvrir ensemble ici. Poursuivons notre exploration en nous intéressant désormais à la structure politique de Carthage et à son organisation interne, qui ont soutenu cette grande prospérité commerciale, l'expansion territoriale et ses limites. Bonsoir et bienvenue à ce moment de calme et de découverte. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'expansion territoriale de Carthage. Cette puissance maritime fascinante dont l'histoire est marquée par des conquêtes ambitieuses et des limites tout aussi déterminantes. Carthage, fondée par les Phéniciens, s'est rapidement imposée comme un acteur majeur en Méditerranée grâce à son habileté dans le domaine naval et son sens stratégique aigu. Au départ, le territoire carthaginois se concentrait principalement autour de la ville éponyme, située sur la côte nord de l'Afrique. Cette position géographique lui offrait un accès privilégié à la mer et aux routes commerciales indispensables pour son développement. Rapidement, Carthage étendit son influence vers l'intérieur des terres africaines, notamment dans la riche région de l'actuelle Tunisie. La maîtrise de ces terres permit à Carthage de contrôler les ressources agricoles et minières, éléments cruciaux pour soutenir une économie florissante. Au-delà de l'Afrique du Nord, Carthage porta son pouvoir vers l'Espagne, région riche en métaux précieux et en terres fertiles. Cette expansion ibérique fut marquée par la fondation de plusieurs colonies importantes, dont la célèbre Carteia. Ces avant-postes jouaient un rôle clé dans le commerce méditerranéen et servaient de base militaire pour défendre les intérêts carthaginois contre les peuples locaux et les rivaux étrangers. Sur les îles de la Méditerranée, notamment la Sicile, la Sardaigne et la Corse, Carthage installa également sa présence. Ces territoires insulaires étaient stratégiques, car ils permettaient de contrôler les routes maritimes essentielles au commerce et à la communication entre l'Europe et l'Afrique. Parmi ces îles, la Sicile fut sans doute la plus contestée. Sa position centrale attira l'attention des politiques carthaginoises, mais aussi celle de leurs adversaires, notamment les Grecs et plus tard les Romains. Cependant, cette expansion ne se fit pas sans heurts. Les Carthaginois durent affronter plusieurs obstacles qui limitèrent leur emprise. En Afrique, la résistance des peuples indigènes et les rivalités internes compliquèrent leur contrôle, nécessitant souvent des campagnes militaires coûteuses. En Espagne, les conflits avec les tribus ibériques et la présence de puissances rivales freinaient leur progression. Ces tensions récurrentes obligèrent Carthage à consacrer d'importantes ressources à la défense de ses territoires. Les luttes pour les îles méditerranéennes furent particulièrement intenses. La Sicile devint le théâtre de nombreux affrontements entre Carthage et Syracuse, une cité grecque puissante. Ces conflits tirèrent le parti d'alliances fluctuantes, impliquant parfois d'autres acteurs de la région. Cette instabilité alimentait une atmosphère de rivalité constante qui limitait les ambitions carthaginoises de domination totale sur ces îles. Les rivalités avec Rome commencèrent également à influer sur les capacités d'expansion de Carthage. Au cours du IIIe siècle avant notre ère, la montée en puissance romaine fut perçue par les Carthaginois comme une menace directe. Les tensions se manifestèrent d'abord en Sicile, où les intérêts des deux peuples s'entrechoquèrent. Carthage, solide puissance maritime, devait désormais faire face à un adversaire redoutable capable de rivaliser avec sa flotte et son armée. Un personnage clé dans cette période fut Hamilcar Barca, un général carthaginois dont la stratégie marqua profondément la politique d'expansion. Hamilcar réussit à consolider les possessions espagnoles de Carthage tout en intensifiant la lutte contre Rome. Son leadership exemplaire inspira non seulement ses troupes, mais également ses descendants, notamment son fils Hannibal,
futur héros de la Deuxième Guerre punique. Malgré ces défis, Carthage conserva longtemps une influence considérable sur presque toutes les côtes de la Méditerranée occidentale. Ses ports fourmillaient d'activités commerciales et ses navires sillonnaient les mers pour assurer la prospérité de la cité. La maîtrise de la navigation et des routes maritimes conférait à Carthage un avantage déterminant par rapport à ses adversaires terrestres. Néanmoins, la portée de cette expansion était toujours sujette à caution. Des alliances souvent fragiles avec des peuples voisins, des conflits intermittents et la concurrence de villes grecques comme Massalia complexifiait la gestion des territoires conquis. Cette situation obligeait Carthage à maintenir une vigilance constante et à adapter ses stratégies selon les circonstances. À travers cette évolution complexe, on perçoit l'image d'un empire maritime ambitieux, cherchant sans cesse à s'étendre tout en devant faire face à des contraintes géopolitiques majeures. L'histoire de Carthage n'est donc pas seulement celle de conquête, mais aussi de résistance et d'adaptation permanente face aux multiples défis du bassin méditerranéen. Cette période d'expansion et de résistance prépare le terrain pour les conflits à venir contre Rome, qui marqueront profondément la destinée carthaginoise. La lutte pour le contrôle du commerce et des territoires méditerranéens annonce des affrontements décisifs, où les notions de pouvoir et de survie seront constamment réinterprétées. Nous allons maintenant plonger dans ces confrontations majeures, en découvrant comment la rivalité entre ces deux puissances a façonné le destin de la Méditerranée et a conduit à des guerres d'envergure qui résonnent encore aujourd'hui. Naissance d'un rival redoutable, Rome. Rome, une cité modeste nichée au cœur de la péninsule italienne, était loin d'être la puissance que nous connaissons aujourd'hui. Elle débuta comme un village parmi tant d'autres, fondé selon la légende par Romulus, un personnage doté d'une volonté farouche et d'une ambition démesurée. Ses premiers pas posèrent les jalons d'une ascension qui allait ébranler le bassin méditerranéen. L'histoire de Rome est marquée par une transformation progressive, passant d'une bourgade insignifiante à un rival redoutable, notamment face à Carthage, qui dominait alors le commerce maritime. Dès ses origines, Rome se différencia par une organisation sociale et politique qui lui conférait une certaine stabilité. La structure républicaine, dont les sénateurs élus et les magistrats constituaient la colonne vertébrale, permit à la cité de négocier habilement avec ses voisins et d'amplifier son influence. Non loin de là, Carthage, héritière de puissantes traditions phéniciennes, régnait sur un vaste réseau commercial en Méditerranée occidentale. La cité punique s'appuyait sur sa flotte impressionnante, véritable symbole de sa puissance navale et de son contrôle des routes maritimes essentielles. Cette coexistence ne dura toutefois pas longtemps avant que la rivalité entre Rome et Carthage ne s'intensifie. Rome, avec ses légions de soldats disciplinés et sa capacité à mobiliser ses citoyens pour la guerre, commença à étendre son influence vers les territoires proches, notamment la Sicile, île clé pour le commerce maritime. Carthage, de son côté, surveillait avec vigilance les mouvements romains, consciente que la moindre conquête pouvait bouleverser délicatement l'équilibre des forces. Cette tension coloniale s'inscrivait dans un contexte plus large, celui de la lutte pour le contrôle de la Méditerranée, cœur des échanges économiques et stratégiques. La République romaine observa attentivement les erreurs et les succès des autres puissances. Elle développa ses infrastructures, construisit des routes et fortifia ses villes, préparant ainsi la mobilisation rapide de ses ressources militaires. La discipline et la loyauté des légionnaires devinrent la pierre angulaire de cette expansion. Parmi les grands dirigeants, on distingue figures telles que Camillus, souvent considéré comme le héros qui sauva Rome d'assauts étrangers, ou plus tard, Scipion l'Africain, dont les exploits dans les guerres puniques marqueront profondément le destin de la cité. Dans cette période charnière, Rome forgea également des alliances stratégiques. Certains peuples italiques furent intégrés dans son système politique par des traités ou par la citoyenneté étendue, ce qui renforçait l'appareil militaire romain.
Par contraste, Carthage tenta, par des accords économiques et le ralliement de cités-États, de consolider son empire commercial. Cette opposition reflète un duel non seulement militaire, mais aussi culturel et économique, opposant les méthodes de conquête territoriale romaine à la domination maritime carthaginoise. La montée en puissance de Rome fut aussi accentuée par des réformes internes, notamment celles initiées par les plébéiens, qui firent pression pour une représentation politique accrue. Ce phénomène entraîna des ajustements considérables dans la gouvernance républicaine, avec une plus grande implication populaire malgré l'oligarchie dominante. Cette évolution politique permit à Rome de mieux mobiliser ses citoyens face aux défis militaires multiples, accentuant son poids politique sur la scène méditerranéenne. Parallèlement, Carthage, malgré sa richesse et son influence, fut régulièrement confrontée à des troubles internes. Les luttes entre les familles aristocratiques punico-phéniciennes et les tensions avec les populations autochtones durent fragiliser la cohésion de la cité. Ces fragilités offrirent à Rome une opportunité stratégique qui ne serait pas manquée dans les décennies suivantes. Le contrôle progressif des territoires limitrophes se faisait au prix de combats acharnés, où chaque victoire romaine renforçait le mythe d'une cité invincible. Au fil du temps, chaque affrontement entre Rome et Carthage devint un chapitre supplémentaire dans une saga marquée par la détermination et la résilience des deux adversaires. Les guerres faciles étaient rares, et la confrontation obligea Rome à développer non seulement son armée de terre, mais également sa flotte, afin de rivaliser avec la puissance maritime carthaginoise. Cette dualité entre terre et mer caractérisait désormais la lutte pour le contrôle de la Méditerranée occidentale, transformant la région en un véritable théâtre d'affrontements stratégiques. Cette phase d'ascension manifeste de Rome, marquée par la capacité à assimiler de nouvelles populations et à s'adapter aux défis militaires, annonce les grandes guerres puniques à venir. Elles seront le théâtre d'un affrontement sans précédent où la volonté romaine, combinée à une stratégie navale renouvelée, cherchera à défaire une Carthage alors perçue comme un rival quasi invincible. L'histoire de cette époque est remplie d'enseignements sur la capacité d'une cité modeste à devenir une puissance hégémonique par la ténacité et l'innovation militaire et politique. Nous allons maintenant découvrir comment ces rivalités croissantes sur le plan politique et militaire façonnèrent le destin des deux cités, préparant le terrain pour des conflits majeurs qui allaient bouleverser durablement le paysage méditerranéen. Le chemin qui s'ouvre est celui d'une montée en puissance fulgurante et de confrontations décisives, tant pour Rome que pour Carthage. Les guerres puniques, premiers affrontements majeurs. Salutations à vous qui vous laissez emporter par les flots de l'histoire en cette douce soirée. Plongeons ensemble dans le récit fascinant des guerres puniques, ces conflits titanesques entre Rome et Carthage qui ont façonné le destin de la Méditerranée ancienne. C'est dans cette première confrontation majeure que le ton est donné. Un combat naval acharné qui ne se limite pas à une simple querelle entre cités, mais qui annonce une époque nouvelle. Car Carthage, puissante cité méditerranéenne, en voie de domination maritime, voit apparaître un rival inattendu en la personne de Rome. Les causes de cette première guerre punique remontent à la lutte pour le contrôle de la Sicile, île stratégique au cœur de la Méditerranée. Rome, jusqu'alors une puissance essentiellement terrestre, commence à lorgner vers la mer, tandis que Carthage, déjà dotée d'une flotte imposante, entend garder la main mise sur les routes commerciales et les territoires insulaires. Cette tension latente explose lorsque le conflit éclate vers 243 avant notre ère, déclenché par la rivalité entre mercenaires et alliances locales. Le conflit prend rapidement la forme d'une guerre navale sans précédent. Rome comprend immédiatement que sans maîtrise de la mer, elle ne pourra soutirer la victoire à Carthage. C'est alors qu'elle innove, construisant une flotte adaptée au combat maritime, surprenant ses adversaires par sa détermination et sa rapidité. La bataille de Mylae
illustre cette dynamique où le génie naval romain s'affirme. La nouveauté technologique du corbeau, un dispositif permettant de transformer les batailles navales en affrontements terrestres, offre à Rome un avantage décisif face à une flotte carthaginoise plus expérimentée. Au fil de cette première guerre, les batailles navales se multiplient. Les deux puissances s'affrontent dans un duel acharné au gré des vents et des courants. Des villes comme Agrigente ou Panormus deviennent des points clés d'une lutte à couteau tiré. Le commandement de généraux comme Hamilcar Barca pour Carthage, ou les consuls romains qui se succèdent, dessine un portrait de la stratégie et de la résistance exemplaire des deux camps. Chaque victoire ou défaite crée un effet d'entraînement sur l'équilibre régional. Cependant, cette guerre est aussi marquée par des conditions humaines extrêmement éprouvantes. Les pertes humaines sont considérables, aussi bien sur les galères pendant les longs affrontements en mer que lors des sièges prolongés sur terre. Les difficultés logistiques liées à la projection du pouvoir loin de leurs villes respectives pèsent lourdement sur les communautés. Les soldats et marins endurent la faim, la maladie et la fatigue, rappelant que derrière les chiffres se cachent des vies suspendues à l'espoir et au courage. Le conflit se prolonge sur plus de 2 longues décennies, oscillant entre périodes de combats intenses, trêves temporaires et négociations avortées. Rome persiste malgré ses difficultés initiales en mer, car elle voit en cette guerre une opportunité de grandir et de s'affirmer sur la scène méditerranéenne. Carthage, de son côté, usant de son expérience maritime, tente diverses stratégies pour conserver son empire insulaire, mais les efforts s'épuisent au fil du temps. L'équilibre des forces, fragile au départ, glisse progressivement en faveur de Rome. Le dénouement survient avec la bataille des îles Égates, en 244 avant Jésus-Christ, où la flotte romaine inflige à Carthage une défaite décisive. Ce revers oblige la cité punique à accepter des conditions de paix sévères. Rome obtient le contrôle de la Sicile, première province extérieure conquise, marquant un changement fondamental dans sa politique d'expansion. Carthage, affaiblie mais toujours présente, conserve quelques territoires, mais le prestige maritime est durablement ébranlé. Les conséquences de cette première guerre punique sont profondes et multiples. Pour Rome, l'expérience acquise en matière navale sert de tremplin à de futures conquêtes et consolide son statut de puissance montante. Pour Carthage, c'est un revers douloureux qui incite à repenser la stratégie globale, tout en maintenant une animosité profondément ancrée envers Rome. Ces années de combat posent les jalons d'affrontements futurs encore plus dévastateurs, sculptant définitivement la carte politique et militaire de la Méditerranée. Cette période révèle également la manière dont la guerre influence la société au-delà du champ de bataille. L'économie, la politique intérieure, les alliances régionales sont tous affectés. Carthage et Rome, chacune à leur manière, doivent gérer un pays en pleine mutation où la guerre produit à la fois destruction et opportunité de renouveau. Ce contexte instable façonne la personnalité de dirigeants capables de mener leur peuple à travers des crises majeures, laissant une trace indélébile dans les annales d'une histoire captivante. Les récits des combats, des héros et des stratégies employées alimentent la fascination pour cette époque où la mer devient le théâtre d'une lutte sans merci. Ils permettent de comprendre comment une cité terrestre a pu se hisser au rang d'une grande puissance navale et comment la rivalité entre ces deux puissances marque durablement la mémoire collective antique. À mesure que les batailles s'enchaînent, la guerre punique se révèle être plus qu'un simple conflit, une transformation profonde des rapports de force en Méditerranée. Alors que cette première guerre marque le début d'un long conflit, les leçons tirées de ces premières années façonnent les futurs affrontements. Rome affine ses stratégies navales, Carthage renforce ses capacités militaires, tous deux préparant le terrain à une rivalité qui s'intensifiera dans les décennies à venir.
Cette tension permanente entre ces deux rivaux aboutira à des épisodes historiques majeurs, jusqu'à transformer profondément la civilisation méditerranéenne. Ainsi, en reposant l'esprit sur ces événements du passé, on saisit mieux l'importance de ces premières escarmouches navales, dont la portée dépasse largement la simple victoire sur un théâtre local. Elles symbolisent l'éveil d'une nouvelle ère où les pouvoirs de la Méditerranée sont redéfinis par la détermination, l'innovation et le courage de deux peuples antagonistes. À présent, poursuivons ce voyage au rythme des batailles et des destins entrelacés qui marqueront durablement cette confrontation historique. Hannibal, le stratège hors pair. Il est essentiel de comprendre la dimension de la figure d'Hannibal Barca dans l'histoire de Carthage et du bassin méditerranéen. Fils d'Hamilcar Barca, un général carthaginois qui avait combattu contre Rome lors de la première guerre punique, Hannibal a grandi avec la ferme volonté d'affronter l'ennemi juré de son peuple. Dès son jeune âge, il a été imprégné par une haine tenace envers Rome, nourri par les échecs et la défaite de son père. Cette haine s'est vite muée en une résolution exceptionnelle qui allait changer le cours des conflits à venir. L'un des épisodes les plus célèbres et décisifs de son existence est sans doute sa traversée audacieuse des Alpes, entreprise lors de la Deuxième Guerre punique vers la fin du IIIe siècle avant notre ère. Hannibal, conscient de l'importance stratégique d'une attaque surprise sur le sol italien, a rassemblé une armée formidable, composée d'environ 75 000 soldats, dont un contingent significatif de cavalerie et même plusieurs éléphants de guerre, qui servirent autant à impressionner qu'à combattre. Cette traversée était un défi logistique et humain colossal. Le passage des montagnes, gorgé de dangers naturels et d'hostilités potentielles, avait de quoi décourager le général le plus aguerri. Cependant, Hannibal a su maintenir le moral de ses troupes en usant d'une discipline stricte et d'une stratégie raffinée. Ses troupes ont dû affronter le froid mordant, des chemins escarpés rendus glissants par la neige, des avalanches, ainsi que les attaques sporadiques des tribus montagnardes peu enclines à laisser passer cette armée étrangère. Au-delà de l'aspect militaire, cette expédition a révélé les talents exceptionnels d'Hannibal comme chef d'homme. Il a fait preuve d'une capacité remarquable à motiver ses soldats, à gérer le ravitaillement dans des conditions extrêmes et à anticiper les obstacles imprévus. Sa connaissance précise du terrain et son habileté à adapter sa tactique ont permis de transformer cette difficulté en avantage stratégique, brouillant totalement les plans romains de défense. L'arrivée d'Hannibal en Italie a sonné le début d'une série de confrontations majeures, où sa supériorité tactique se manifesta pleinement. Plusieurs batailles célèbres, parmi lesquelles la bataille du Trébie puis celle du lac Trasimène, démontrent son génie dans l'emploi de l'embuscade et de la surprise, exploitant le terrain et les faiblesses de ses adversaires romains. C'est un véritable choc pour Rome, qui ne s'attendait pas à une invasion venant du nord via un itinéraire considéré jusque-là comme impraticable. Malgré des ressources limitées par rapport à la puissance économique romaine, Hannibal a su créer un réseau d'alliances avec plusieurs peuples italiques hostiles à Rome. Ces alliances temporaires lui assurèrent un soutien non négligeable, permettant de rallier une partie de la population locale à sa cause. Le général carthaginois a ainsi tiré parti des conflits internes et des rivalités dans la péninsule pour renforcer sa position, mettant en difficulté une république romaine souvent confrontée à des problèmes d'unité et de coordination. Break. Time 2.5. L'ingéniosité militaire d'Hannibal s'est également illustrée lors de la bataille de Cannes. Cette confrontation est considérée comme un chef-d'œuvre de tactique militaire où il utilisa un encerclement complet contre une armée romaine plus nombreuse. Le résultat fut dévastateur pour les forces adverses, marquant une des défaites les plus graves qu'ait jamais subi Rome. Ce succès spectaculaire renforça la légende d'Hannibal en tant que stratège hors pair, capable de varier ses méthodes en fonction des circonstances,
tout en maintenant une discipline rigoureuse parmi ses hommes. Toutefois, cette réussite militaire exceptionnelle n'a pas suffi à défaire totalement Rome, qui malgré les coups portés, fit preuve d'une résilience impressionnante. La réaction romaine sous la conduite de généraux tels que Fabius Maximus, qui prônait la stratégie d'usure, fut un contrepoids efficace à la campagne d'Hannibal. Cette phase du conflit se caractérise par une guerre d'usure, où Hannibal, malgré son génie, doit faire face à la difficulté de maintenir ses lignes de ravitaillement dans un territoire étranger. La personnalité d'Hannibal, à la fois dure et charismatique, se reflète dans sa capacité à inspirer loyauté et dévouement. Il savait allier fermeté et compréhension, récompensant avec générosité les succès et gérant les échecs avec calme. Son leadership ne se limitait pas au champ de bataille, mais s'étendait à l'organisation de la vie quotidienne de ses troupes, toujours soucieux de leur bien-être, ce qui renforçait leur morale dans des conditions souvent pénibles. Les récits historiques témoignent de sa grande intelligence tactique, mais aussi d'une certaine capacité d'adaptation, qui faisait de lui un adversaire redoutable. Sa faculté à anticiper les mouvements ennemis et son aptitude à exploiter les faiblesses stratégiques romaines témoignent d'un esprit militaire exceptionnel, respecté, parfois redouté presque au-delà de la Méditerranée. La traversée des Alpes restera dans les annales militaires comme un exploit incomparable, autant pour son audace que pour la ténacité démontrée par Hannibal et ses hommes. Ce moment de l'histoire illustre la détermination d'une puissance maritime qui, malgré le poids économique de Rome, ne veut pas renoncer à son influence et à sa survie. Carthage, par cette campagne, affirma sa volonté de résister jusqu'au dernier souffle, repoussant constamment l'expansion romaine. Cependant, l'ampleur du défi alessandrin n'éclipsa pas les limites structurelles auxquelles Hannibal dut faire face. Le manque de renforts suffisants en provenance de Carthage et la supériorité numérique constante de Rome finirent par affaiblir sa position. Ce fait souligne une réalité souvent oubliée. Le génie tactique ne suffit pas seul à garantir la victoire. La logistique et le soutien politique jouent un rôle tout aussi crucial. À la fin de cette longue période de guerre et de stratégie remarquable, Hannibal incarne l'échec héroïque et la persévérance carthaginoise. Son image, parfois idéalisée, reste un symbole fort de résistance contre un adversaire apparemment invincible. Son héritage militaire influence encore aujourd'hui la manière dont les campagnes sont étudiées, illustrant à quel point l'audace conjuguée à la planification méticuleuse peut défier les prédictions. Alors que nous terminons cette immersion dans les exploits de Hannibal, il est temps de s'intéresser plus en détail aux réponses romaines qui ont façonné la suite de cette confrontation épique. La détermination de Rome et les ajustements stratégiques qui suivirent ouvriront une nouvelle phase de ce conflit titanesque, révélant une autre facette de cette lutte pour la suprématie méditerranéenne. Les batailles décisives et leurs conséquences. Bienvenue dans ce récit tranquille où nous explorons ensemble les batailles décisives qui ont marqué le destin de Carthage face à Rome. Une lutte intense qui a fortement influencé l'histoire méditerranéenne. Les affrontements clés, et notamment la célèbre bataille de Cannes, offrent un aperçu fascinant des stratégies militaires et des conséquences profondes sur la suite de cette confrontation épique. À l'aube du conflit principal, Carthage et Rome se préparent pour une série d'affrontements où l'intelligence tactique rivalise avec la puissance brute. Hannibal Barca, général carthaginois de génie, adopte une approche audacieuse en traversant les Alpes avec son armée. Cette entreprise, risquée et presque folle, lui permet d'attaquer le territoire romain de manière inattendue, bouleversant les plans adverses. Lors de la bataille de Cannes, en l'an 210-1 avant notre ère, Hannibal déploie une stratégie de double enveloppement qui restera dans les annales militaires. Il place ses troupes les plus faibles au centre,
créant une poche qui semble céder face aux légions romaines. Ses forces plus solides sur les flancs ferment rapidement la tenaille, emprisonnant les soldats ennemis. Cet événement illustre parfaitement l'importance de la ruse et de la maîtrise du terrain. Rome, pourtant puissante, subit une défaite cuisante. Près de 50 000 soldats romains périssent ou sont capturés ce jour-là. Un coup dur pour la République. Toutefois, la résistance romaine ne faiblit pas complètement. Le Sénat ajuste ses stratégies, évitant désormais les confrontations directes et privant Hannibal de ressources en adoptant une politique défensive sous le commandement de Fabius Maximus. Ce dernier gagne le surnom d'ostraciste pour sa volonté avant tout d'éviter le combat ouvert. Cependant, cette nouvelle tactique montre ses limites. Elle ralentit certes l'avancée carthaginoise, mais ne suffit pas à éradiquer la menace. La bataille de Cannes demeure un moment charnière qui inspire des discussions stratégiques pendant des décennies, tant à Rome qu'ailleurs. Hannibal incarne alors l'ingéniosité militaire sans égale, mais aussi un leader confronté à des ressources limitées pour exploiter ses victoires. En parallèle, les alliances jouent un rôle crucial. Carthage bénéficie du soutien de divers peuples, notamment certains Gaulois et Numides, tandis que Rome s'appuie sur la fidélité de ses cités italiennes. Après Cannes, Hannibal tente de rallier de nouveaux alliés, persuadé que le soutien local est indispensable à sa conquête. Malheureusement, ces attentes ne se concrétisent pas toujours comme prévu. Les Romains, de leur côté, peaufinent leur organisation militaire et politique. Ils instaurent des conscriptions plus intenses et renforcent leur défense en territoire italien. La persévérance romaine se révèle redoutable, notamment lors de la bataille de Zama en l'an 181 avant notre ère, où Scipion l'Africain, homme d'État et commandant brillant, confronte Hannibal et ses troupes avec succès. Cette victoire scelle finalement le déclin de Carthage en tant que puissance navale et militaire. Toutefois, il est essentiel de se rappeler que ces événements ne se réduisent pas à des chiffres ou des campagnes. Ils sont le reflet d'une lutte de culture, de volonté et de vision pour la Méditerranée. Chaque bataille modifie le cours de cette histoire et la vie des peuples impliqués, imposant des choix difficiles et des sacrifices immenses. À travers l'étude de ces affrontements, on découvre également l'évolution des techniques de guerre et la complexité des commandements. La capacité d'adaptation et la gestion des troupes se révèlent autant décisives que la bravoure individuelle. Hannibal et ses adversaires illustrent ainsi les multiples facettes de la guerre antique, entre stratégie, politique et psychologie. C'est une période où les enjeux dépassent parfois la simple conquête territoriale. Les rivalités économiques, notamment dans le contrôle des routes commerciales maritimes, poussent les deux cités à s'affronter. La puissance de Carthage comme grande force maritime est mise à rude épreuve lors de ces conflits répétitifs. Bien que la flotte carthaginoise ait dominé la Méditerranée occidentale, la montée en puissance de Rome modifie l'équilibre. La persévérance romaine, nourrie par un patriotisme profond et une organisation rigoureuse, finit par porter ses fruits. Malgré les revers initiaux, la République trouve la manière de surmonter ses défaites et de renverser le rapport de force. Ce renversement souligne la ténacité romaine, souvent évoquée comme l'une des clés de leur succès historique. Avec la bataille de Zama, la roue tourne définitivement. Hannibal est contraint de fuir et Carthage perd son statut de puissance dominante. Les Romains imposent alors des conditions sévères, affaiblissant militairement et économiquement leur adversaire pour éviter toute résurgence future. Cette issue traduit un changement profond dans la dynamique du pouvoir en Méditerranée. L'étude de ces batailles nous révèle aussi l'humanité derrière les légendes. Hannibal, en dépit de son génie, fait face à des défis personnels et politiques, tiraillés entre ambition et loyauté envers sa cité. Scipion, rival respectueux, incarne l'idéal romain de discipline et de bravoure. Leurs histoires croisées,
enrichissent que la mémoire collective et illustrent la complexité des grandes figures historiques. Ainsi, chaque affrontement reste une leçon du passé. Il montre combien la guerre est à la fois un art et une science, mêlant planification minutieuse et imprévue du champ de bataille. Comprendre ces moments clés éclaire les décisions futures et nous invite à réfléchir sur la nature du pouvoir et du conflit. En quittant ce récit des batailles décisives, gardons à l'esprit l'importance des stratégies, des alliances et de la résilience dans cette époque mouvementée. Le chemin de Carthage et Rome n'est pas seulement celui de la guerre, mais aussi celui d'une transformation profonde des relations entre peuples. Cette étape de l'histoire ouvre la voie aux prochains épisodes, où nous verrons comment les conséquences de ces combats redessinent l'avenir des civilisations méditerranéennes, révélant que la lutte pour la suprématie est souvent façonnée par des détails incalculables. Continuons notre voyage dans le temps pour découvrir la suite de cette passionnante aventure, le siège de Carthage et le crépuscule d'une civilisation. Au commencement du siège, l'armée romaine, forte de dizaines de milliers de soldats disciplinés, encerclait Carthage avec une précision méthodique. La cité, pourtant bien défendue par ses murailles imposantes, connaissait déjà l'approche fatidique. Les Romains, sous le commandement de Scipion Émilien, s'étaient préparés pendant de longs mois, construisant des machines de siège et des camps solidement fortifiés. La tension montait lentement, chaque jour apportant son lot d'affrontements. À l'intérieur des murs, la population carthaginoise faisait face à des conditions de plus en plus désespérées. Les denrées alimentaires s'épuisèrent rapidement, forçant les habitants à rationner le pain et l'eau. La peste commençait à se propager, emportant des familles entières dans le silence. Leuctra, une jeune mère téméraire, racontait à ses enfants les récits des ancêtres guerriers, cherchant à préserver l'espoir malgré le chaos ambiant. Les combats furent incessants, marquant chaque pierre de la ville de traces de sang. Les Romains infligeaient des pertes sévères aux défenseurs qui repoussaient avec courage les assauts répétés. Hannibal Barca, légendaire général carthaginois de générations passées, semblait veiller dans l'esprit des défenseurs, inspirant leur résistance à l'impossible. Mais la supériorité numérique et matérielle des légions romaines commença à peser lourdement. Après plusieurs mois, les Romains réussirent à briser une portion des fortifications, creusant un tunnel sous les murs et s'infiltrant dans la ville. La guerre dans les rues devenait une lutte d'une cruauté inouïe, où chaque maison pouvait devenir un champ de bataille. Malgré la résistance farouche, Carthage sombrait peu à peu dans le chaos. La souffrance humaine se mêlait désormais à une lutte pour la survie même du peuple carthaginois. La prise de la cité fut accompagnée d'atrocités entre les deux camps. Beaucoup de citoyens furent tués ou réduits en esclavage. Parmi eux, le vieux prêtre Hasdrubal tentait en vain d'organiser une défense spirituelle, appelant à la préservation des reliques sacrées de la cité. Peu à peu, les dernières flammes de la civilisation carthaginoise furent étouffées dans un incendie gigantesque qui dévora temples, palais et marchés. Au-delà de la destruction matérielle, la chute de Carthage provoqua une transformation profonde du bassin méditerranéen. Rome affirmait son contrôle absolu, consolidant son pouvoir sur toute la région occidentale. Les connaissances maritimes et commerciales carthaginoises furent absorbées ou oubliées. Cette annihilation fut un tournant historique, dessinant les contours d'un nouvel ordre mondial. Les témoignages des survivants éveillent encore la douleur d'une cité anéantie. Ils décrivent les derniers jours où l'espoir semblait avoir abandonné tous les habitants, remplacés par la lassitude et la peur. Certains mirent fin à leur jour pour ne pas subir l'esclavage, tandis que d'autres, comme le chevalier Hasdrubal, moururent en combattant jusqu'au bout, refusant l'humiliation. Ces figures humaines témoignent de la dignité malgré la défaite. La destruction totale de Carthage
fit sourde oreille aux appels à la clémence de nombreux intellectuels romains, qui voyaient en la cité une rivale certes dangereuse, mais culturellement riche. Cependant, la politique de Rome, guidée par la méfiance et le désir d'hégémonie, fut implacable. Les ruines furent rasées, la terre salée afin qu'aucune nouvelle vie ne puisse y naître. Un effacement presque biblique d'une gloire passée. Pourtant, dans ce crépuscule, des héritages perdurèrent malgré eux. La langue punique survécut dans certains manuscrits. Les traditions commerciales inspirèrent les empires futurs, et les récits des héros carthaginois alimentèrent la mémoire collective. La ville même, devenue un symbole, continua de hanter l'imaginaire des peuples méditerranéens. L'ombre de Carthage plane toujours sur l'histoire, rappel de ce que la guerre peut emporter. Ainsi s'acheva l'épopée de Carthage, bousculée dans les flammes d'une guerre impitoyable. Ce récit, empli de tristesse et d'admiration, nous invite à réfléchir sur le prix des conflits et la fragilité des civilisations. Tandis que les nuits méditerranéennes s'emplissaient de silence, un souffle nouveau se préparait dans les ruines, annonçant les transformations à venir. Cela ouvre doucement la voie à l'examen des conséquences géopolitiques qui suivirent, l'héritage de Carthage dans le temps. Bienvenue dans ce voyage calme à travers le temps, où nous allons découvrir l'héritage durable de Carthage, cette puissante cité maritime qui a marqué profondément l'histoire de la Méditerranée. Longtemps admirée et crainte, Carthage n'a pas seulement été une rivale de Rome, mais aussi une source d'inspiration et d'influence pour les civilisations qui ont suivi. La culture carthaginoise s'est distinguée par une richesse exceptionnelle. Issue des Phéniciens venus de la région de Tyr, elle a su développer une identité singulière. Les Carthaginois étaient des navigateurs hors pair, maîtres du commerce maritime et bâtisseurs hors du commun. Leur langue, le punique, a perduré bien après la chute de leur cité, témoignant de la force culturelle de cette civilisation. Sur le plan architectural, Carthage a laissé des traces impressionnantes. Ses ports artificiels, notamment le célèbre port militaro-commercial circulaire, étaient une merveille d'ingénierie. Ce modèle innovant a inspiré de nombreux aménagements portuaires méditerranéens ultérieurs. Les vestiges découverts aujourd'hui révèlent l'importance des infrastructures, mais aussi une planification urbaine avancée, capable d'accueillir une population nombreuse dans un cadre organisé et fonctionnel. Le commerce était au cœur de la puissance carthaginoise. Grâce à un réseau étendu s'étendant de l'Espagne au Maroc et jusqu'aux îles Baléares, Carthage contrôlait et régulait de nombreux échanges. Les pratiques commerciales qu'elle avait mises en place ont influencé les méthodes utilisées bien après sa destruction. Les monnaies carthaginoises, par exemple, ont circulé longtemps dans la Méditerranée, facilitant le commerce international. Les Carthaginois ont également apporté un savoir-faire naval, qui continua à inspirer les armées navales futures. Leur maîtrise de la construction navale et de la navigation en haute mer a servi de référence à plusieurs civilisations méditerranéennes pendant des siècles. Rome elle-même dut apprendre et s'adapter à cette expertise, avant de se mesurer définitivement à Carthage lors des guerres puniques. Sur le plan religieux et culturel, Carthage n'a pas été en reste. Les divinités vénérées comme Baal-Hamon ou Tanit étaient au centre des croyances documentées par de nombreuses inscriptions. Ces cultes, bien qu'en partie mystérieux pour nous aujourd'hui, ont influencé plus largement la spiritualité à travers le bassin méditerranéen. Certains rituels et symboles puniques se retrouvent au même dans les traditions ultérieures des populations locales. L'art carthaginois, bien que fortement inspiré par les Phéniciens, s'est développé avec une originalité propre. Les objets trouvés dans les fouilles, tels que les bijoux, les céramiques ou les statues, révèlent une grande finesse et une richesse esthétique. Ces œuvres apportent des éléments de compréhension sur la vie quotidienne, mais aussi sur la façon dont Carthage souhaitait se présenter dans le monde antique. La chute de Carthage,
bien que brutal, ne devait pas signifier l'effacement complet de son influence. Rome, en détruisant la cité en une seule journée selon les récits anciens, a cependant intégré plusieurs éléments de sa rivale dans sa propre civilisation. Les Romains reprirent leur savoir-faire, notamment en matière d'urbanisme et de techniques portuaires. Ainsi, Carthage a survécu à travers Rome et les cultures qui ont suivi, façonnant la Méditerranée à leur manière. Au fil des siècles, les récits et légendes autour de Carthage ont alimenté l'imaginaire collectif européen et méditerranéen. Hannibal Barca, figure emblématique, reste un exemple de génie militaire reconnu à travers l'histoire. Son audace, traversant les Alpes avec ses éléphants, est une preuve de l'esprit vif et combattant des Carthaginois, un héritage d'ingéniosité et de détermination qui a fasciné de nombreuses générations. En étudiant l'héritage carthaginois, on comprend mieux à quel point cette civilisation a contribué au monde antique. Ses innovations dans le commerce, la navigation, l'architecture et la culture ont traversé le temps. Chaque découverte archéologique ajoute une pièce au puzzle permettant de mieux saisir l'importance réelle de Carthage, au-delà des guerres qui ont marqué sa fin. Il est aussi intéressant de noter que les langues et coutumes carthaginoises ont laissé un impact durable en Afrique du Nord. Certains dialectes berbères intègrent encore des influences puniques, témoignant du métissage culturel issu de cette grande puissance maritime. Ces vestiges linguistiques soulignent que l'héritage de Carthage ne se limite pas à un passé lointain, mais vit encore à travers les peuples d'aujourd'hui. Les nombreuses études modernes sur Carthage ouvrent continuellement de nouvelles perspectives. Elles éclairent non seulement son rayonnement économique et militaire, mais rendent également hommage à son rôle dans le développement de la civilisation méditerranéenne. Ce regard renouvelé permet d'effacer peu à peu les clichés qui réduisèrent Carthage à un simple rival de Rome. Enfin, lorsque l'on contemple les ruines silencieuses de cette cité antique, on ressent la force d'un passé riche et complexe. Carthage nous raconte une histoire de dépassement, d'innovation, mais aussi de tragédie. Pourtant, au travers de cette histoire, l'esprit carthaginois continue de traverser les âges, inspirant ceux qui souhaitent comprendre l'évolution du monde méditerranéen à travers ses multiples facettes. Ainsi, l'héritage de Carthage ne se calcule pas seulement en termes de conquête ou de destruction, mais bien dans la continuité culturelle et technologique qu'elle a insufflée aux civilisations suivantes. Le récit de Carthage se poursuit dans chaque architecture inspirée, chaque route commerciale dessinée et chaque culture méditerranéenne influencée. Cette présence invisible mais palpable invite à poursuivre notre exploration vers les personnages et les événements qui ont suivi, façonnant peu à peu le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Une histoire à méditer avant le sommeil. Bonsoir et bienvenue pour ce récit apaisant qui vous accompagnera en douceur vers le sommeil. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'histoire fascinante de Carthage, cette grande puissance maritime qui, malgré sa splendeur, a été consumée par le feu de Rome. Laissez votre esprit s'évader lentement au fil de ce voyage dans le temps, où les empires se construisent, s'affrontent, puis s'effacent, témoins silencieux de la fragilité du pouvoir. Carthage fut fondée il y a plus de 1600 ans avant notre ère, dans une région stratégique sur la côte nord-africaine. Son emplacement idéal à l'entrée de la Méditerranée centrale lui permit de devenir très vite une plaque tournante du commerce maritime. La cité s'érigea en un empire commercial prospère, reliant l'Afrique, l'Europe et l'Orient à travers ses routes maritimes, rendant ses marchands riches et influents. Son port royal, une merveille d'ingénierie, reflétait la puissance de cette cité légendaire. La société carthaginoise, profondément liée à la mer, développait une flotte imposante composée de dizaines de navires appelés trirèmes, rapides et maniables. Ces embarcations servaient à protéger leurs intérêts commerciaux et à étendre leur empire sur des territoires lointains.
Les Carthaginois excellaient dans l'art de la navigation et du commerce, maîtrisant parfaitement les courants et vents de la Méditerranée, ce qui leur donnait un net avantage sur leurs concurrents. Cependant, cette expansion ne fut pas sans conflit. L'œil de Rome, encore une cité en pleine croissance, se posa sur la rivale méditerranéenne. Les deux villes contestèrent le contrôle de territoires stratégiques, en particulier en Sicile, qui devint le théâtre d'une longue série de batailles. Ces affrontements, connus sous le nom des guerres puniques, durèrent plus d'un siècle, marquant profondément l'histoire de la région. Hannibal Barca, général légendaire de Carthage, marqua son époque par son audace et son génie militaire. Il mena ses troupes audacieusement à travers les Alpes, une épopée qui restera gravée dans les annales. Sa stratégie surprit les Romains et fit trembler la République. Pourtant, malgré quelques victoires éclatantes, l'usure des conflits et la supériorité des ressources de Rome finirent par prendre le dessus. La destruction de Carthage fut totale et dévastatrice. La cité, autrefois florissante, fut assiégée et rasée, ses habitants massacrés ou réduits en esclavage. Rome, vengeance accomplie, brûla et dota la région d'une nouvelle vie sous son contrôle. Pourtant, les ruines de Carthage ont laissé un témoignage durable de cette puissance engloutie, rappelant la fragilité des empires et la fugacité de la gloire. Dans ce silence profond qui suit la chute, on ressent toute la grandeur perdue d'une civilisation passionnée par la mer et le commerce. Carthage nous enseigne que même les empires les plus puissants peuvent disparaître, emportés par les flammes des conflits et des rivalités. La méditation sur ce destin invite à la réflexion sur l'équilibre entre ambition et prudence. Alors que notre esprit s'apaise avec ces images de rivages anciens et de flottes mythiques, il est doux de penser que l'histoire nous offre des leçons éternelles. Carthage, dans son éclat et son effacement, symbolise cette délicate danse entre puissance et vulnérabilité. En accueillant ces pensées, préparez-vous à un sommeil profond, bercé par les vagues tranquilles de la Méditerranée. Ainsi s'achève ce voyage au cœur d'un empire jadis brillant, aujourd'hui lumière éteinte, mais dont la mémoire éclaire encore notre compréhension du monde. Que ce récit vous accompagne dans le calme de la nuit, prêt à ouvrir la porte à la prochaine histoire, où d'autres mystères du passé viendront doucement à votre rencontre.